Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transformation Heroes. La semaine dernière, je suis parti en voyage. Et comme à chaque fois, ce petit moment d'angoisse à l'atterrissage. L'avion se pose, tout le monde rallume son téléphone et moi je regarde ce petit logo. Pas de réseau. En me demandant comment ça va me coûter cette fois. La connectivité, c'est devenu un truc invisible. On n'y pense jamais, sauf quand ça ne marche pas. Et là d'un coup, c'est tout sauf invisible. Aujourd'hui, j'accueille 2 personnes qui ont décidé de s'attaquer à exactement ça. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la techno, c'est ce qu'ils forment, à eux deux, une anomalie. Une anomalie parce qu'on répète tous que les startups perdent leur obsession client en grandissant. Eux, ils ont fait 500 000 voyageurs, 2 levées, et ils sont toujours à 4,9 sur 5 sur les stores. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que ça fait et de ce qu'on apprend quand on bosse dans des marques qui façonnent le quotidien de millions de gens, Swile, Apple, Back Market, et maintenant Colette. On va parler du lien entre le marketing et le care, ces 2 faces d'une même pièce. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Carole, cofondatrice de Colette, ex-directrice marketing de Swile, et Clem, qui dirige les opérations clients de Colette, après être passée par Apple et Back Market. 2 maisons qui connaissent un ou 2 trucs sur l'obsession client. La qualité des réponses, le coaching, c'est quelque chose dans lequel on a investi très tôt. Parce qu'on voulait développer en fait une connaissance organique d'agent à agent, sans déperdition. Ils m'ont persuadé que toutes ces expériences négatives vont pouvoir être transformées en expériences positives. C'est ma meilleure arme en termes de marketing. Quand tu as eu une bonne expérience client, en fait, tu as un pouvoir de recommandation qui est énorme. Donc si tu es sûr et que tu es convaincu que tu as 100% de qualité par ton IA sur ce thème vraiment spécifique, ok, si tu as un doute, l'humain doit être présent, toujours. Salut à vous deux. Salut Baptiste. Salut Comment ça Baptiste, ça va et toi ? Super, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très cool de vous avoir aujourd'hui pour parler, vous le savez, du client, de l'expérience client, des opérations et aussi du marketing. Peut-être, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse vous présenter parce que vous avez tous les deux des historiques qui sont assez dingues. Peut-être à commencer par toi, Anne-Carole. Oui, donc Anne-Carole Kuhn, je suis cofondatrice et donc directrice marketing de Colette, que j'ai récemment cofondée il y a un peu moins de 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé pour beaucoup de marques en forte croissance, Swile, Frischti, Captain ou FreeNow, Énergie Mobile il y a quelques années. Et donc, mon mojo, c'était vraiment de transformer des produits très fonctionnels en expérience de marque forte. Très impressionnant. Merci Anne-Carole. Et toi, Clem ? Ok, moi c'est Clem, ça va faire 12 ans que je suis dans les opérations clients. J'avais commencé chez Apple un peu par hasard et j'avais pris goût, j'ai fait du support, de la formation, du management. Back Market ensuite et maintenant Colette. Donc moi, ma mission, on va dire, c'est de m'assurer que tout se passe bien et que l'expérience client en fait soit un relais des valeurs de l'entreprise au quotidien et dans toutes les interactions. C'est très clair. On a un petit rituel. Avant de commencer, c'est un petit peu votre définition, si vous en avez une, de l'expérience client. Est-ce que, Clem, toi, tu veux commencer ? Ouais, pour moi, c'est la mise en action des valeurs d'une entreprise. Quand tu montes ton entreprise ou tu décides en fait de débloquer quelque chose, donc pour nous, c'est la connectivité, tout ça, tu as besoin de cohérence. Et cette cohérence-là, en fait, c'est pas simplement le customer care, c'est tous les points de contact, comment tu as connu la marque, comment tu as fait pour accéder à un site internet, à une app, comment ça s'est passé pour toi, en fait, tout au long. Et c'est là qu'on voit les entreprises qui vont avoir de l'impact. C'est-à-dire que Colette, c'est essayer de casser un peu le milieu des télécoms, qui n'est pas forcément le plus transparent, le plus simple à comprendre. Il y a des coûts cachés, il y a pas mal de choses. Et nous, en fait, on essaie de simplifier tout ça. Et dans cette simplification, on a besoin que tout soit clair, que tout soit simple, que quand il y a un problème, l'accès se fasse rapidement en fait, à des agents ou à un support et qu'on arrive vraiment à éduquer et à régler les problèmes que les gens vont avoir. Donc pour moi, c'est ça, c'est la mise en action des valeurs et c'est la cohérence en fait, de l'entreprise entre la raison de son fonctionnement et ce qu'on fait tous les jours. Je pense que c'est un bon résumé. Je dirais que l'expérience client, c'est vraiment ce dont tu te souviens quand tu as oublié tout le reste. Et je cite souvent cette citation de Maya Angelou qui dit en fait le client oublie ce que tu lui as dit, il oublie ce qu'il a lu, mais il n'oublie jamais ce qu'il a ressenti. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu vas garder au fond de toi, quelle émotion ça t'a créé et qui va faire que tu vas aimer ou non, ou que tu vas rester ou que tu vas quitter une marque.
Ouais, carrément. Et en plus, ces marques, vous avez travaillé pour... vous les avez citées, quelques-unes qu'on connaît à peu près tous, normalement, quand on s'intéresse de près ou de loin aux technologies. Il y a des marques qui ont façonné aussi le quotidien des Français, mais aussi du monde. Il y en a deux pour Clem que je voulais aborder, qui sont Apple et Bark Market. Tu as parlé de cohérence. Apple, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans les valeurs et dans le produit qu'ils délivrent. Il y a aussi un lien à la relation client qui est très fort, de quelque chose qui appelle, je ne sais pas si tu avais travaillé dessus, les Enrich Lives, qui justement est ce concept de il faut que le produit ou le service qu'on rend doit enrichir la vie du client. Et il y a aussi le fait que, on en a parlé un petit peu avant de lancer les caméras, mais que Apple ne va pas forcément dire tout le temps frontalement non à son client, et c'est une facilité. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu as gardées de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé et que tu appliques encore aujourd'hui? Par rapport à Apple, ce que j'ai pu retenir, c'est l'excellence. Ouais. C'est l'image de la simplicité, souvent, c'est qu'il y a une grosse machine derrière. Avoir des agents chez Apple, quand on a le moindre problème, c'est assez rapide, c'est assez simple, tout le monde est bien formé. Et ça nécessite vraiment beaucoup de travail. Donc, moi, mon département, il était énorme. Il y avait énormément d'agents. Il y avait beaucoup de moyens mis sur les agents. Notamment, nous, on travaille beaucoup sur la qualité. Ouais. C'est-à-dire la qualité des réponses, le coaching. C'est quelque chose dans lequel on a investi très, 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 très tôt. Parce qu'on voulait développer, en fait, une connaissance organique d'agent à agent, sans déperdition. Ça, c'est quelque chose que je garde de chez Apple, parce que mon rôle, c'était, à un moment donné, j'étais team manager et je devais travailler justement sur la qualité, augmenter les scores de qualité et l'obsession, enfin pas too much, mais juste l'obsession de bien faire les choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, ouais. Au-delà de la structuration interne, des trucs hyper rapides, de tous les tools, c'est l'idée de... t'achètes un iPhone assez cher, dans ton prix, tu vas avoir un petit peu cher. Tu vas avoir un service client qui va être dispo, qui va être rapide, disponible presque tous les jours. Et ça fait partie de l'expérience. Chez Apple, quand tu soulèves ta boîte et que tu l'ouvres, ça prend 7 secondes pour avoir ton wow moment, tout est bien calibré. Et leur Customer Care, Apple Care, du coup, fait vraiment partie de cette dynamique. Et c'est ce qu'on a voulu transposer du coup chez Colette. Tu viens nous chercher avec des eSIM, une technologie qui est un peu nouvelle, qui a besoin de vulgarisation, de choses comme ça. Et t'as un Customer Care qui est là pour t'aider, qui fait partie de l'expérience, qui est cool et qui s'aligne avec la communication de l'entreprise. Et surtout, il y a eu un gros travail, justement, comme tu dis, pour vulgariser toute cette technologie et faire en sorte que pour le client, il n'y ait aucun irritant. Donc, du coup, dans le back-office, il y a beaucoup d'informations très techniques dont on a besoin pour résoudre le problème des clients. Et donc, du coup, le CARE et la tech ont énormément travaillé ensemble pour avoir une interface dans laquelle, directement, les agents puissent déjà voir tout un ensemble d'informations techniques que d'habitude, tu demandes au client. Mais quand tu demandes à Madame Michu de savoir quel est le modèle de son OS, le modèle de son téléphone, elle n'en sait rien et en fait, elle s'en fiche. Et donc, c'est comment on enlève tout ça pour que juste la relation soit super simple, fluide et qu'on résolve le problème le plus rapidement possible. C'est quoi la durée de réponse aujourd'hui moyenne? La première réponse, si la personne a choisi de parler à un agent directement, parce qu'en fait, moi, je considère que Customer Service, tu es en train d'offrir un service. Donc, c'est pas à toi d'imposer les technologies, d'imposer des choix, en fait, sur la façon de communiquer. On a de l'omnicanal comme tout le monde. Les gens sont plus à l'aise avec WhatsApp, avec des emails, avec plein de choses. Donc, et l'IA, quand c'est arrivé, justement, on avait le choix là. Soit on l'impose, on fait comme tout le monde et on le met en première ligne, soit, en fait, on laisse le choix directement. Et en laissant ce choix d'entrée, soit va dans l'IA, puis on peut te récupérer s'il y a un problème ou dans tes workflows. Ou de l'autre côté, en fait, il y a un agent direct. On arrive à répondre en moyenne sur l'année. On est à peu près à 1 minute. Donc ça, c'est le temps de réponse pour avoir vraiment un agent et le temps de résolution des tickets. Sur une personne active, parce que nous, on a des voyageurs du coup. Tu commences ton ticket, tu es au Brésil, tu vas en Asie. Il y a tout un temps où tu es dans l'avion. Puis il y a aussi le temps des décalages horaires, j'imagine. Ouais. Alors, on a un service client 24/7. Ah oui, donc, du coup, l'équipe de Clément est répartie vraiment dans le monde entier. Donc, il y a tous les fuseaux horaires. Donc, il y a toujours quelqu'un. C'est hyper important. Comme tu as dit en intro, en fait,
La connectivité, on n'y pense pas jusqu'au moment où ça marche pas. Et quand tu arrives et que tu as vraiment besoin de prévenir ta famille que tu es bien arrivé, d'appeler ton hôtel, tu peux pas attendre que le fuseau horaire de Paris se réveille pour qu'on te réponde. D'autres le font. Nous, ça a été inenvisageable de faire ça. Et donc, du coup, non seulement tu as un temps de réponse qui est très court, et en plus, justement, le fait d'avoir travaillé très en amont avec la tech permet aux agents d'être beaucoup plus rapides dans la résolution des tickets. Et ça, c'est une vraie avancée. On parlera sûrement d'IA un peu plus tard, mais par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres boîtes tech, chez Swile notamment, on a eu beaucoup de progrès sur cette connexion entre les équipes techniques et les équipes CAR. Mais je voulais revenir justement sur la simplification que vous avez abordée tout à l'heure. Sur la simplification, toi, Anne-Carole, je vois le même schéma chez Swile que chez Colette. Swile, c'est des tickets restaurants qui, à la base, c'est un truc assez chiant tout à fait. pour les entreprises. Exactement. Et pour aussi les personnes, parce qu'il faut compter ses tickets restaurants. Si t'as pas le bon montant. Moi, je me souviens de ma maman qui payait au restaurant avec les tickets restaurants. Il fallait ajouter des pièces pour que ça fasse le bon montant, etc. Simplifier. On a une carte bancaire qui est sur son téléphone, on paye. Tout à fait. Voilà, fini. Et pour l'employeur, c'est je définis mon montant et ça envoie automatiquement sur la fiche de paye. Colette, un petit peu le même principe, quand on parle des télécoms, c'est un peu chiant. Pire NPS du secteur. C'est pas hyper sexy. Ouais. Mais on le fait peut-être une fois dans l'année où on va prendre notre SIM, ensuite on est débité un petit peu tous les mois, etc. Mais on sait jamais quelle offre on a souscrit. Enfin, c'est complexe. C'est très complexe. C'est très complexe. Est-ce que cette simplicité dans le marketing, tu l'appliques pour Colette, et est-ce que tu dirais que tu l'appliques plutôt sur le produit ou sur peut-être l'expérience ou le service ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est vraiment que ce qui m'anime, c'est justement réinventer toutes ces expériences clients qui sont complètement cassées. En fait, quand tu parles des tickets resto, ça n'avait pas de sens. Enfin, rien n'allait dans cette expérience. Pareil sur les télécoms. En fait, quand tu parles des télécoms, tu penses à des choses très opaques, très complexes. Comme tu dis, tu sais jamais quelle offre tu as. On a été très mal habitués en France. Je sais pas combien tu as de gigas, mais tu dois avoir 200, 300, 400 gigas. Tu en consommes pas un dixième. Donc, c'est complètement... On nous a changé complètement les repères. Donc, plus personne ne sait rien. C'est assez angoissant. Et donc, pour la petite anecdote, pourquoi on s'appelle Colette ? Parce que c'est un anagramme de telco. Donc, okay. On a changé le C par un K parce que justement, on veut remettre les télécoms dans le bon ordre et offrir justement une expérience simple, fluide, avec des tarifs super accessibles parce qu'aujourd'hui, on ne voulait pas choisir entre soit tu as de l'argent et donc tu peux dépenser des fortunes pour être connecté à l'autre bout du monde, ou sinon, comme 70% des gens, tu es obligé de te mettre en mode avion et d'être complètement déconnecté. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible de vivre déconnecté dans le monde dans lequel on est. Donc du coup, voilà, l'accessibilité, c'était très important pour nous. Et donc, on a investi justement beaucoup de temps à la fois sur la partie opération client et produit, ces deux départements se parlant en permanence pour que l'un nourrisse l'autre et que ça fasse vraiment un cercle très très vertueux pour que on soit vraiment très très proche des clients. Et c'était le cas il y a 3 ans et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est un petit peu dans ce que tu m'as raconté juste avant hors caméra, c'est aussi le fait que quand vous avez fait votre première et votre seconde levée de fonds, vous avez investi spécifiquement dans certains services. Est-ce que le Customer Care ou les clients, ils en ont bénéficié beaucoup ? C'est quoi la proportion sur laquelle vous avez dit nous, ce qui nous intéresse, c'est le client, ensuite la partie produit, qu'est-ce qui est venu en premier ? On est vraiment parti encore une fois de l'expérience client, toujours on veut offrir cette connectivité, super simple, fluide et accessible. Et pour faire ça, du coup, il fallait qu'on commence à construire un produit, qu'on mette dans la main des clients et qu'on obtienne les feedbacks des clients. Donc, on a fait beaucoup d'interviews au démarrage. On est allé dans les aéroports pour faire, pareil, plein d'interviews en live pour récupérer les ressentis, ce que les gens comprenaient. Parce qu'encore une fois, la difficulté que j'ai par rapport à mes expériences passées, c'est qu'on est sur un marché très peu connu.
Donc du coup, il faut en plus faire de l'éducation et en plus adresser des nouveaux usages. Donc ça, c'est important de comprendre justement comment c'est accueilli par les utilisateurs et comme on s'en parlait juste avant, on ne parle pas uniquement des utilisateurs français, on parle des utilisateurs internationaux, 190 pays dans le monde. Donc c'est colossal de comprendre justement comment chacun va accueillir ça. Donc c'était pour ça que c'était pour nous, c'était une évidence qu'il fallait construire le truc un peu à l'envers en se disant qu'on allait mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour construire la meilleure expérience client, pour éviter de dépenser de l'énergie à acquérir des clients qui ensuite partent parce que ils sont pas satisfaits. Ouais, carrément. Et par rapport à toi, Clément, quand tu fais la transition entre des entreprises qui ont peut-être, je sais pas combien ça fait, back market de personnes, peut-être 500 à l'époque, je crois quand j'étais à 700, mais pas sûr. Mais comment tu vis ou tu vois et t'appliques la transition d'une entreprise qui est quand même assez conséquente en termes de personnes à une plus petite entreprise ? En termes de est-ce qu'on va bichonner plus le client parce qu'on a un petit peu moins de personnes pour le faire ? Est-ce que tu prends des technologies qui t'aident au quotidien ? Le point de départ, ça va être l'ADN de la boîte. Okay. C'est le point de départ de base, c'est est-ce que les fondateurs sont d'accord déjà sur les valeurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être proche de nos utilisateurs ? Nous, au début, c'était Anne-Carole et les autres fondateurs qui faisaient les tickets. Qui avait une sorte de vélocité produit qui était assez énorme parce que directement, face aux décisionnaires, c'était hyper rapide. Vous êtes déjà vous avez la tête dedans, quoi. Exactement. Et en gros, le but est d'un succès pour des opérations clients qui fonctionnent bien, c'est de maintenir ce contact au plus proche de la décision, au plus proche du produit. Nous, on a des weekly toutes les semaines avec l'équipe tech pour être sûr que tout se passe bien. On doit aussi être très connaisseur du produit, très connaisseur du marketing et d'un petit peu tout. Donc, on se déplace un peu partout, mais c'est vraiment en fait aussi lié aux personnes que tu vas embaucher. Tu peux avoir ta meilleure techno, les meilleures procédures, les meilleurs trucs. Si tu as des gens qui sont pas garants en fait de ces valeurs-là, tu peux vite avoir en fait un échelon cassé et perdre de l'impact, t'en éloigner et changer ta visibilité. Pour nous, le Customer Care, c'est un moteur. C'est là où on récupère toutes les idées d'évolution, comment on pourrait réduire les tickets un peu manuels pour les agents, quel feature pourrait être cool pour la suite, parce qu'au quotidien, en fait, c'est un discours qu'on a et c'est un discours qu'on maintient avec toutes les équipes et on responsabilise pas que moi, mais l'ensemble des gens qui sont dans mon équipe pour justement avoir cette vélocité-là. Donc moi, ce que je vois, c'est d'un plus petit groupe vers un plus grand groupe, c'est si les gens sont bien alignés, en fait, avant de parler tools et tout ce que tu peux mettre en place, c'est vraiment est-ce que les gens partagent cette sensibilité commune, et si cette sensibilité est bonne, en fonction de la taille de ton entreprise, tu n'as pas forcément de différence. C'est juste que peut-être en grandissant, il y a d'autres choses qui arrivent, on va se détourner un petit peu des opérations, on va passer sur autre chose, et c'est là en fait que le lien pourrait se casser. Et il n'y a personne qui peut bénéficier de ça. Mais j'aime bien cette vision. Ouais, c'est vrai que c'est très lié en effet à l'ADN de la boîte, et en effet les fondateurs impulsent ça ou non, parce que on a beau dire ce qu'on veut, tout le monde a envie d'être centré autour du client. Il y a quand même quelque chose qui fait beaucoup plus mal, qui est l'argent. Donc on a envie tous, mais quand on regarde le PNL, on se dit oulala, en fait on est en train de dépenser beaucoup trop par rapport à ce qu'on avait prévu dans le BP. Donc nous on était très alignés. Aujourd'hui c'est contre-intuitif, on a dépensé beaucoup plus d'argent qu'une grande majorité d'entreprises sur ce département en particulier, mais parce qu'on est en effet intimement persuadé que toutes ces expériences négatives vont pouvoir être transformées en expériences positives, et que pour moi c'est ma meilleure arme en termes de marketing, parce qu'en fait quand tu as eu une bonne expérience client, en fait tu as un pouvoir de recommandation qui est énorme. Donc en fait soit tu t'appelles Coca-Cola et tu peux faire des énormes campagnes de communication, faire de l'endorsement avec des énormes artistes, soit t'es Colette et t'as pas beaucoup d'argent, et donc du coup on a préféré prendre le parti d'être un peu binaire et de se dire en fait c'est nos clients qui vont devenir nos ambassadeurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dépense autant d'énergie et d'argent dans tous ces process. Et ça se revoit quand tu parlais des App Store, des ratings et tout. Tu peux voir des agents de l'équipe client qui sont mentionnés par leur nom, qui sont remerciés pour la simplicité. Donc ça, c'est aussi une bonne visibilité. Là, on a lancé Trustpilot il n'y a pas longtemps,
On est tombé déjà sur un 4,5. Trop bien. Donc ça a élevé en fait le care d'habitude c'est un département qui est un peu derrière que tu vas laisser un peu. Pour les grandes en fait, entreprises en tout cas ça parfois. l'a élevé, ouais. Exactement. Et ça l'a élevé, ça nous aide à gagner aussi des contrats B2B. Ouais. On a une personne qui nous a dit tous les produits sont cool. Pour faire ma décision, je vais aller ouvrir un ticket dans chaque C'est ce qu'il a fait. service client et celui qui sera le plus réactif avec la meilleure qualité, on partira vers lui. Ouais. Donc tous ces investissements qui a été fait Et en on a amont, gagné. Et ça Largement. fait la différence. Voilà, ouais, ça fait la carrément. différence. Tout cet investissement là, c'est vraiment aussi dans les télécoms, les services clients, c'est lourd. Tout cet investissement là, en fait, il permet de dépasser simplement le sujet de l'après-vente et de mettre des gens aussi dans nos équipes dans des situations très intéressantes pour eux, ce qui crée de l'engagement, ce qui crée de la bonne énergie, et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir aujourd'hui. Et on a fait, au début, on avait nos 300 petits tickets par mois comme des grands, et on est passé là à presque 8000, et dans cette période-là, on a 98% de satisfaction sur l'année. On répond en 1 minute. La question de tout à l'heure, c'est on arrive à clore avec un résultat en 17 minutes. Donc même avec une montée en charge, on a réussi parce qu'il y avait les moyens, il y avait l'ADN et on a réussi à sortir un peu de notre cage care pour aller aider à droite à gauche. C'est hyper intéressant. J'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est j'ai l'impression que vous mettez en place, je ne sais pas si vous connaissez la chaise vide d'Amazon. C'est le concept à une table, quand on est avec les directeurs, avec les équipes, on va toujours laisser une chaise vide à la table, justement pour représenter le client. Et quand on va prendre une décision, on va regarder cette chaise vide et se souvenir que derrière, il y a quelqu'un qui est impacté. Il n'est pas là aujourd'hui, mais en pratique, il va l'être très bientôt. Est-ce que vous connaissiez cette... Non, je connaissais les nombres de parts de pizza, Ouais. mais la chaise vide, Je pense non. que tu as plein d'appellations différentes. Mais oui, nous, il y a un livre qui s'appelle Founders Mentality et qui parle notamment de Frontline Obsession. Et c'est ça qui est super important, en fait, garder cet œil en permanence sur ce qui se passe, sur les expériences clients, les irritants. En fait, c'est très important de garder en tête que, j'ai plus les chiffres, qu'il y a plein d'études qui sont sorties sur le sujet, mais il y a plus de 50% des clients qui contactent jamais le care, mais qui n'utilisent plus jamais ton produit. Parce qu'en fait, il faut garder en tête que quelqu'un qui contacte le care, c'est quelqu'un qui te donne une deuxième chance. Donc en fait, tu peux pas le décevoir parce que tous les autres, ils se sont déjà partis sans demande. Donc en fait, c'est aussi comment tu vas réussir à interpréter les signaux faibles. Parce que souvent, dans les plus grosses boîtes, on dit oui, on n'a que eu X% des tickets sur ce sujet, c'est pas très grave. Mais le X%, en fait, il est démultiplié parce que derrière, il y en a plein d'autres qui ont vécu la même chose, mais qui ne sont pas donné la peine de contacter le service client. Donc, nous, on a une obsession de la frontline qui est très, très poussée. Et je pense que c'est ça qui nous aide aujourd'hui à avoir une très, très forte recommandation client et à continuer à croître de manière très saine. Est-ce que vous avez fait l'exercice, et je demande ça par rapport à ce que tu as cité par rapport au PNL tout à l'heure, est-ce que vous avez fait l'exercice d'essayer de corréler aussi la partie que vous avez investie dans le care et le résultat que ça vous a offert pour Colette? Je sais que du coup tu as déjà donné un exemple par rapport à un contrat que vous avez signé justement grâce au service client réactif. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aujourd'hui, on a 50% de la base client qui vient du bouche à oreille, alors qu'on fait aucun marketing classique. Ouais. Donc ce bouche à oreille, il vient pas de nulle part. Il vient soit justement de cette expérience où on investit beaucoup de temps dans le produit. Comme on disait, c'est un produit compliqué, donc on essaye de justement bien vulgariser avec toutes les étapes, avec des tutoriels, avec beaucoup de choses très intuitives directement dans l'application. Donc c'est tous ces gens-là qui ont eu le wow moment de descendre de l'avion et en fait ça marche et tu reçois pas ce SMS de 60 € alors que t'as rien fait parce que c'est juste tes applications dans le back office qui se sont mises à jour. En fait tout est fluide et en fait ça a un pouvoir de recommandation énorme. Et pour ceux qui ont eu des problèmes parce qu'on est dépendant des opérateurs, on n'est pas opérateur, en fait quand ils ont contacté le service client, en fait tout s'est bien passé. Encore une fois, ça s'est transformé en expérience positive. Donc on le mesure pas de manière tangible. On suit évidemment tous les KPI du service client qui sont excellents, mais en tout cas, on ne ferait le move inverse pour rien au monde. Et c'est sûr.
ça me fait penser à, on dirait une mission un petit peu que vous avez chez Colette. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une mission que tu pourrais rapprocher peut-être de ton expérience chez Back Market, justement? C'est vraiment différent. Ouais. En vrai, Back Market, c'était un peu les pionniers de l'économie circulaire, de la seconde main. Ouais. Donc eux, ils ont beaucoup travaillé sur la confiance. Ok. Parce que quand tu achètes un truc de seconde main, tu es là, tu fais c'est peut-être ça va être bizarre, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, est-ce que les pièces sont d'origine. Donc eux, c'est de la confiance. Nous, en quelque sorte, c'est vraiment éduquer à une nouvelle façon de voyager, à une nouvelle façon d'utiliser son téléphone. Donc c'est pas vraiment la même chose, et c'est aussi pour ça qu'on a eu besoin d'un service client qui soit dispo, cool. On est en follow the sun, du coup, c'est-à-dire qu'on a l'Asie qui va prendre le matin, on a des créneaux en fait en Europe qui vont end over après sur le Brésil et sur la Colombie pour être vraiment dispo tout le temps. Et on en a besoin. Parce que la peur des hors forfaits, la peur des mauvais réglages, c'est des choses qui arrivent. Donc je dirais pas que Colette a un point commun avec ce que j'ai vu avant chez Back Market. Ouais. Je dirais pas que ça a un point commun non plus avec Apple. On est vraiment en train d'essayer de sillonner notre truc, de mettre quelque chose en place en fait où c'est un peu un centre de formation pour les utilisateurs. On essaie de passer un bon moment. La voix qu'on utilise, elle est cool. On envoie des gifs, on discute. Et tout ça en fait, ça génère de la réputation. Parce que du coup, en termes de ROI sur l'investissement, ça génère de la réputation, ça génère des gens qui vont pouvoir parler à droite à gauche. On a souvent au quart des tickets de gens qui disent « Ouais, mon pote, il l'a utilisé la dernière fois, c'était cool, je suis venu vers vous. » Donc, c'est pas forcément palpable, on va dire. Mais ça nous aide, et même moi, dans le recrutement, ça m'aide. J'ai des gens qui viennent des autres entreprises qui sont compétiteurs en nous disant « Apparemment, c'est bien chez vous, est-ce que vous avez une place ?» Donc, c'est toute cette énergie-là qui est positive. Et pour répondre à ta question sur une vision un peu plus haute, oui, on a clairement cette mission de rendre l'accès à Internet à tout le monde, n'importe où, partout dans le monde, de façon accessible. Il faut avoir en tête qu'il y a un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. C'est colossal. Donc, et on sait que sans Internet, on ne se parlerait pas aujourd'hui. C'est l'ouverture sur le monde. C'est ça qui te permet de t'éduquer, d'apprendre des nouvelles langues. Et donc, du coup, une de nos missions aussi, c'est justement de réduire cette fracture numérique. Et donc, via plusieurs fonctionnalités qu'on va lancer, on voudrait vraiment pouvoir faire en sorte de pouvoir reprendre toute la data non utilisée pour justement reconnecter ou connecter plutôt ces populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à Internet et qui ont besoin d'Internet pour pouvoir ensuite voyager et développer le réseau partout dans le monde. C'est une très belle mission. J'imagine quand même que tu dois avoir des limites ou des difficultés quand tu montes Colette en France et quand tu vas dans un pays où il y a peut-être moins accès à Internet. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui cette partie-là, les problèmes liés à la langue, peut-être à la culture? J'imagine qu'on n'a pas non plus le même rapport à la technologie et aux télécoms en France qu'ailleurs. Ouais. C'est en effet une mission compliquée. Il y a beaucoup d'entreprises qui généralement déjà s'installent dans leur pays et puis se développent petit à petit. Nous, c'est vrai que Day One, on a offert le service dans 190 pays dans le monde, avec des cultures, des langues parfois très compliquées. Encore une fois, on s'adapte, on travaille avec pas mal de correspondants locaux aussi qui nous donnent des petits tips sur la façon justement de pouvoir mieux communiquer. On a, comme le disait Clément, c'est important de dire, parce qu'au début on s'est beaucoup posé la question, on a tout internalisé, le service client, donc c'est des gens qui sont chez Colette. Il y a combien de nationalités? Au moins 7 dans le service client? On a espagnol, philippin, marocain, colombien, brésilien. Donc un parquet de nationalités différentes qui, du coup, parlent beaucoup de langues et donc qui nous aident justement à décrypter aussi les meilleures façons de communiquer, aussi, les usages, les expressions. Ça, c'est important, ça. Voilà, c'est qu'on arrive les expressions. Ouais, parce qu'en fait, il y a toute la partie de traduction dans toutes les langues, en fait, parce qu'il faut qu'on soit entendu par beaucoup de nationalités différentes. Et le fait d'avoir, par exemple, des Brésiliens qui vont nous aider vraiment sur, au-delà du langage, la culture qu'il y a derrière, quand tu utilises ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on se rapproche des fois sur beaucoup de thèmes de travail autour de la communication. Parce que gérer, comme Ediane Carole, marché français, en français tout le temps, c'est quelque chose qu'on sait faire.
Là, on se rend compte que communiquer avec une personne d'un pays A et d'un pays B, il y a des subtilités. C'est des choses qu'on apprend en fait au jour le jour. Donc ça rajoute un peu de gymnastique derrière, tu vois. Mais aussi un petit peu de challenge, j'imagine que vous êtes là Exactement. aussi pour le challenge. Exactement. Oui, aussi, il y a peut-être des offres. Est-ce que vous faites des offres qui vont être différentes par pays ou pas? Ou là-dessus, ça va rester à peu près sur... Alors pareil, on a été très customer-centric sur le sujet. Ouais. Et quand on s'est lancé, on s'est dit que tu n'achetais pas un produit que tu ne connaissais pas. Et donc du coup, la difficulté de vendre un service que les gens ne comprennent pas, on s'est dit on va se prendre un mur. Donc on a pris exemple sur les Uber, Spotify, Netflix, tout ce qu'on connaît pour dire qu'on allait faire une offre freemium. Donc on a fait des partenariats avec des agences de voyage, des compagnies aériennes, enfin voilà, le monde des voyageurs pour offrir 2 jours de connectivité gratuite. Tu mets pas ta carte bleue, il n'y a pas d'engagement, il n'y a aucune friction. Tu essaies, alors si jamais ton téléphone n'est pas compatible, malheureusement, il faudra changer de téléphone, mais tu n'as pas payé, donc ton expérience client, elle reste très bonne. Et comme dans la plupart des cas, le truc marche super bien. Et donc là, tu as ton wow moment qui fait que du coup, tu vas acheter directement dans l'application et tu vas continuer ta customer journey. Et donc ça, on a fait ça sur l'ensemble des pays. Et puis ensuite, on a justement, via les partenariats locaux qu'on fait, des retours d'expérience de ces partenaires-là qui ont justement l'expertise de la culture locale. Donc, on travaille énormément avec eux pour travailler tous les flows CRM, pour travailler toutes les notifications qu'on envoie aux clients. On a travaillé aussi beaucoup sur l'éducation et faire en sorte que ton expérience client soit sans couture. Ça, c'est parce que du coup, on a la partie B2C, qui est la partie de moi, vous pouvez aller chercher une eSIM. Ensuite, la partie B2B, où des entreprises peuvent, par exemple, offrir un service supplémentaire aux voyageurs. Vous prenez l'avion, vous atterrissez, vous avez quelques gigas de free, et justement, après, vous pouvez continuer sur un abonnement ou une offre. Comment vous gérez aussi la complexité de travailler à la fois avec des marques et à la fois avec des clients directs? Est-ce qu'il y a un changement quand vous faites au niveau du service client? Est-ce que vous la gérez de la même manière? Est-ce que peut-être il y a juste une manière que vous privilégiez par rapport à l'autre? Pour nous, donc on a le B2B2C avec nos partenaires et on a monsieur et madame qui vient en fait pour acheter son forfait directement. Pour nous, d'un point de vue opération client, ça change pas énormément, ça reste tout le temps en fait des utilisateurs finaux. On a juste quelques petites subtilités par partenaire, mais ça change pas énormément. Sur le B2B, ça commence à avancer. On travaille avec des entreprises qui donnent ce service à leurs employés. Là, par contre, ça va être une structuration qui va être un peu différente. Moi, j'interviens un petit peu dessus. On a un système bien à part avec des admins, mais le customer care et les opérations finissent toujours par parler aux utilisateurs finaux. Donc, il n'y a pas réellement de... Ouais, vous continuez à écouter quand même la partie finale. Au final, les gens qui disent c'est super, ça marche trop bien, ou c'est galère. Puis on reprend le feedback de nos partenaires aussi. On a des loops, on est contactés. Eux aussi font des fois remonter de la voix client par leurs canaux à eux. Et c'est des choses sur lesquelles on intervient régulièrement. Et en fait, le cercle de vente se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire que c'est le partenaire qui va essayer en tant que consommateur final la solution et qui va se dire en fait c'est trop bien, donc du coup j'ai envie de l'offrir à mes voyageurs. Et donc on parle toujours de l'expérience. À chaque fois on dit non mais on fait pas de partenariat si vous n'avez pas testé la solution, parce que vous compreniez vraiment comment ça se passe. Et donc généralement il y en a un qui teste, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y en a 80% où tout se passe bien, 20% où potentiellement il y a des difficultés de prise en main, d'installation, où du coup justement ils ont le contact avec le customer care. Et à la fin, quasiment à tous les coups, on réussit à gagner des deals face à des géants du secteur qui se sont adressés plutôt aux digital natives, donc des gens qui connaissaient un peu le sujet et qui ont eu moins à justement travailler sur cette expérience client. Et nous, on voit que ça fait clairement la différence. Ça, c'est un petit peu un des secrets. Il y a un autre secret ce que je voulais aborder avec vous, c'est quand on est en hyper-croissance, quand on a 500 000 voyageurs clients, comment est-ce qu'on gère une expérience qui est fluidifiée pour tous, et aussi comment est-ce qu'on maintient en ligne peut-être au niveau de les réputations, des notes qui sont hautes.
Déjà, il faut comprendre que l'expérience client, elle n'est pas localisée que dans le département opération. Ouais. C'est quelque chose qui est partout, à tout moment. Nous, on a la chance de pouvoir récupérer du feedback du côté marketing, en vente, en produit, partout. Et en fait, en interne, ce que je disais tout à l'heure, on a tous ce point commun en fait, de vouloir faire les choses bien, de vouloir régler un problème. Et quand on a tous cette sensibilité-là, c'est plus facile de garder en fait, cette cohérence-là. À un moment, sur la croissance qu'on a eue, qui était assez forte, on avait mis un peu de distance avec les groupes produits, avec les équipes produits qui n'étaient pas volontaires. Et on l'a tout de suite ressenti. Donc, c'est vraiment de se tirer des alertes en disant attends, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On va se remettre au contact et c'est surtout en fait un investissement humain. On a des moyens qu'on utilise, on va avoir de l'IA, on va avoir beaucoup d'outils qu'on va utiliser. Donc nous, au niveau des opérations, on s'assure que les gens qu'on recrute ont cette façon de penser. On ne va pas chercher les plus gros techniciens parce que tout s'apprend. Et après, ces gens-là, on va vraiment investir en eux pour que ça fonctionne. On va aussi leur ouvrir les portes des autres départements. Ils peuvent aller contacter n'importe qui au marketing partout pour donner les feedbacks. Ils sont vraiment porteurs en fait, de cette voix client. Ça, pardon, je te coupe Clément, mais c'est quelque chose de très important. C'est en fait quand les boîtes grossissent, le problème c'est que directement se créent plein de silos immédiatement. Et en fait, les gens qui prennent les décisions sont complètement, sont plus du tout en contact avec le client final. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ton service client, c'est plus qu'une série de dashboards que tu analyses en codir où tout le monde est en train de dormir parce que de toute façon, personne s'y intéresse. Ouais. Et qu'à la fin, on va prendre une décision sur un sujet qu'on connaît plus, en fait. Et donc, c'est ça, c'est comment on revient à cette frontline obsession. Si tu perds ça, tu perds ton lien avec ton client et donc, du coup, tu as ton marketing et tes opérations qui fonctionnent en parallèle. Et je pense que tu as dû discuter avec plein de boîtes quand tu fais les roadmaps. Chacun fait sa roadmap. Le marketing fait sa roadmap, le produit fait sa... Les offres... Et puis tout le monde présente au OLN ses roadmaps, mais personne ne sait parler et personne ne se demande si les roadmaps font sens. Exactement. Et donc en fait, on dit souvent le marketing qui est un peu dans sa grande tour coupée de tout. C'est ça qui fait complètement charivirer les entreprises en termes d'expérience client et c'est ce que nous, on s'attache de ne pas faire aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la communication, aujourd'hui les channels Slack, il n'y a pas un jour où nous, en tant que fondateur, on n'a pas une interaction, alors pas directement avec un client, mais en tout cas avec les équipes de Clément pour réagir et remonter justement des problèmes produits, des propositions de clients. Il y a plein d'idées qu'on a eues qui sont venues des clients et qu'on a considérées. Donc ça, c'est super important. Ça paraît évident sur le papier parce qu'on dit mais oui, mais en fait, quand tu scales vite et que les équipes grossissent, très vite, tu t'éloignes du terrain. Ouais. Non, mais c'est pour le coup, je l'ai vu dans plein de codires, où pour des très grosses entreprises de plus de 100 000 personnes, enfin de 50 à plus de 100 000 personnes, où au codir, on présente le PNL, on présente les chiffres, et ensuite on a un NPS, un CSAT, sur une note où on ne sait même pas à quoi ça correspond. Si on fait les chiffres, on considère que les clients sont contents, mais techniquement le marché est énorme si on a une boîte de 100 000 personnes, donc plein de clients qui partent. Si on fait pas les chiffres, on dit mais quand même il faut peut-être creuser autre chose que juste la partie du CA. Qu'est-ce qui se passe au niveau du NPS et de la SAT? Pourquoi est-ce qu'on commence à perdre des clients parce qu'ils sont pas satisfaits? Sauf qu'entre-temps on a perdu 18 mois parce que ça prend du temps à mettre en place. Exactement. Donc s'y attaquer au départ, c'est pas une mauvaise idée pour autant. Non, c'est contre-intuitif. C'est pas une mauvaise idée, on pense que c'est une très bonne idée. Mais c'est vrai que mettre autant d'argent dans une boîte comme la nôtre, ça pouvait paraître contre-intuitif. Et aujourd'hui, je pense que ça nous donne raison. Il faut penser à eux. Tout à fait. On a parlé un petit peu d'IA. En tout cas, Clem, tu l'as abordé. L'IA et la CX, c'est un sujet pour nous aussi qui revient très souvent parce qu'on voit un changement dans les pratiques, dans les mœurs, comment nous on l'utilise au quotidien, comment les clients aussi peuvent le percevoir. Je sais que tu m'avais parlé de quelque chose tout à l'heure sur le choix qui était assez important, sur le choix qu'on laisse au client. Est-ce qu'il veut passer par une channel qui prend de l'IA? Est-ce qu'il ne préfère pas? Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien et qu'est-ce que ça change pour vos clients au quotidien? Nous, on a décidé de laisser ce choix, la fameuse notion de service,
si on a des utilisateurs qui sont peut-être moins confortables avec toute la technologie, donc on va pas les lancer sur une IA si c'est pas le bon moment. Nous, on a juste délégué les questions non techniques à l'IA, les choses assez répétitives comme tout le monde, c'est quoi les prix, c'est quoi les offres. On forme un peu cette partie-là, et après de l'autre côté, sur le support technique, ça reste très technique. Il faut aller chercher des événements de réseau, il faut aller chercher beaucoup d'informations. Donc l'IA, sur la partie technique, on va l'utiliser en fait pour optimiser nos agents. C'est-à-dire, on va souvent faire des audits de leur workflow, vérifier un peu, là, tu as combien de clics ? J'en ai 12. Waouh, ok, 12, il y a moyen que tu t'arrêtes au milieu, donc on va... Et ça, personne ne le regarde jamais, en fait, parce qu'on n'est pas dans le quotidien des agents. Donc ça, c'est très puissant pour eux. Et nous, ce qu'on veut, c'est les optimiser, que tout soit facile pour eux. Par exemple, quand il y a un dossier qui vient du Brésil, dans leur interface, il peut se marquer attention, ça vient du Brésil, donc peut-être que tu peux essayer ça si tu as un problème de connexion. Ils vont être connectés aussi en interne. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on utilise sur la gestion de workflow. Par exemple, pour le NPS, on a un agent IA qui va lui-même lire les bases de données, qui va faire un compte-rendu en fait, de chaque résultat qui est inférieur à 7 pour nous dire ce qui s'est passé. Ça va analyser les réseaux. Donc, sur les opérations... Et ça, pardon, je te coupe, c'est une remontée qu'on a... au jour. Donc au jour le jour, on peut voir exactement tous les problèmes. Et en fait, c'est pas pareil d'avoir problème d'installation, et ça revient. Tu te dis quand même au bout de juste 7 jours, tu te dis faudrait peut-être qu'on se... Tu vois alors que si tu as tes remontées dans la majorité des boîtes, tu as remontée NPS, une fois tous les mois, si dans les boîtes hyper focus. Moi je vois du trimestriel, parfois on fait du annuel en one shot sur une enquête. C'est absurde. Non, mais c'est absurde. Mais du coup, on traite les problèmes 6 mois après, et en plus, le temps de traiter le problème, forcément, tu disais tout à l'heure. C'est hyper compliqué, parce que en plus, là, tu es dans un nuage de données énorme, alors que là, justement, ça permet vraiment de catégoriser, de voir, de faire attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas traiter, il y en a d'autres qui nous amènent des signaux faibles, et ça démultiplie notre efficacité à résoudre les problèmes. Et c'est clair que l'IA là-dedans, j'imagine que tu voulais y venir, mais ça te permet justement de cibler ce genre de problème et de faire le tri entre ce qui est important aujourd'hui et ce qui peut-être pour le moment on va laisser de côté. Exactement. Ouais, c'est sur la voie client, c'est des milliers de dossiers qui remontent. Il y a quelques années, tu les faisais à la main, avec ton fichier Excel et ta tasse de café, tu vois. Maintenant, tu as des connexions avec des IA qui peuvent t'aider, donc ça va te donner des directions vers où aller chercher. Il faut quand même descendre en granularité pour aller voir ce qui se passe. Mais ça facilite la vie des ops, donc les ops managers qui sont derrière, pour les refocus sur ce qui compte vraiment. Et on arrive, en fait, avec toutes ces analyses et toute cette IA, à sortir des fois des trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé, mais qu'on doit aller vérifier. Donc on l'utilise vraiment dans ce talk to your data, la voix des clients, pour remonter au produit ce qui s'est passé, remonter des choses au marketing. On va l'utiliser pour optimiser nos agents. Et après, on a une IA conversationnelle qui va aider sur les cas qui sont assez simples. C'est comme ça qu'on l'implémente. Voilà. Et tu peux expliquer aussi, dans ton quotidien, ça t'a quand même aidé énormément. L'IA, d'un coup, on est devenu autonome. Parce que moi, je viens pas d'une formation technique, je suis pas développeur, j'ai pas tout ça. Et d'un coup, avec un petit peu d'anthropique, un petit peu de jus de cerveau, on arrive vite en fait à développer des choses qui vont débloquer nos agents. On va pouvoir faire des POC, des proof of concept, pour se dire tiens, ça marche bien, ça marche bien. Comme on est un peu précautionné aussi, avant de mettre tout ça sur un environnement de prod live, on va aller voir les copains de la tech et on va leur dire on a fait ça fonctionne en IA, est-ce que vous pouvez les migrer vers la production? C'est là souvent que tu as des petits problèmes. Donc on a cette logique-là. Moi, ça m'a fait gagner du temps, ça fait gagner du temps aux agents. D'un point de vue utilisateur, qui était ton autre question, on a aussi un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire que quand les gens sont avec l'IA et qu'on voit qu'ils répondent pas depuis plus d'1 minute, on va aller les chercher dans les flows par des agents pour leur dire au fait, est-ce que tu as un problème? On fait beaucoup de recovery comme ça. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on a tout misé sur nos agents. On les aime, on les forme, on les chérit, parce que c'est eux en fait qui vont coacher l'IA. C'est eux les spécialistes métiers. On leur donne des responsabilités de feedback énormes. Pour dire elle aurait dû dire ça, peut-être pas ce mot-là, peut-être pas ce mot-là. Derrière, on a une équipe produit. Donc on est sur Intercom, nous qui a notre système de tickets, l'équipe produit qui va aller corriger chacun des problèmes. On a voulu avoir des agents forts et ensuite développer en fait une IA, parce que si jamais l'IA tombe et que tes agents sont pas prêts en fait à refaire ce travail-là, tu as un gros problème. C'est un petit peu complexe. En fait, ce qui est important quand tu as des boîtes très early qui investissent beaucoup d'énergie sur le service client, souvent ça tient
sur justement la connaissance des agents. Et donc, tu as des super agents du service client et tu te dis, oh mon Dieu, pourvu qu'ils soient pas malades, parce qu'en fait, sinon, on ne sait pas faire. Et justement, voilà, l'IA va permettre d'enlever un peu cette dépendance à des agents super fortes qui ont toute la connaissance. Et aujourd'hui, justement, on a pu mettre beaucoup d'intelligence et on est capable, enfin en tout cas Clément et ses équipes est capable de former des agents de façon très rapide et avec un niveau de connaissance très élevé. Alors qu'avant, pour que les agents arrivent au même niveau de connaissance que les autres, ça prenait beaucoup plus de temps. Il y a plusieurs mots qui reviennent, c'est la partie humanisante, l'intelligence, parce que aussi avec l'IA, on peut voir les limites côté plus de l'aliénation dans quelque chose qui va être très automatique. Là, vous essayez aussi de garder l'humain au premier niveau, soit tu l'as dit par l'action, c'est-à-dire d'aller chercher directement le client qui a eu un problème et de lui dire « Hey, ça va, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu veux qu'on te rappelle ?» etc. Mais l'IA, elle est vraiment là pour aussi les aider au quotidien, pour soulager, j'imagine, un petit peu la tâche. Les tâches répétitives, quand tu fais 50 fois le même clic sur le même bouton toute la journée. Moi, je suis passé par j'appelle ça le métier de trancher, tu vois, où c'est le care, ça s'arrête jamais. T'en as tout le temps, et ça peut être hyper compliqué. Quand on aide les agents comme ça avec de l'IA à les soulager, ça fait qu'on n'a aucune attrition derrière. On n'a jamais personne qui a voulu quitter nos équipes care, même en ayant dépassé la moyenne fameuse des 1 an et demi où on commence à s'ennuyer. Et justement, si on essaie de les engager, aussi nous, avec les 2 ops avec qui je travaille, on fait beaucoup d'évangélisation auprès de nos agents pour expliquer comment ça marche l'IA, ce qu'on essaie de faire, de les laisser un peu sur des outils comme Dust pour qu'ils commencent à taper un petit peu, qu'on essaie de vraiment faire comprendre ce qu'on essaie de faire. Et le rôle de l'agent aujourd'hui, on ne fait pas simplement des mecs qui ferment des tickets. On leur demande d'avoir une sorte d'esprit de réflexion constant sur est-ce qu'on aurait pu faire les choses différentes, donner du feedback et tout ça. Et ça fit directement nos systèmes d'IA, nos systèmes de support. Et pour les résultats qu'on a aujourd'hui, avec le nombre de voyageurs qu'on a, ça a prouvé que ça fonctionnait. Donc pour moi, ça c'est ma vision, peut-être j'ai presque 40 ans, tu vois, mais c'est ma vision de l'IA c'est bien, attention. Parce que tu as besoin de personnaliser, tu as besoin d'éduquer, tout ça, ça passe aujourd'hui par vraiment de l'humain. Et l'IA pourrait créer une distance avec des utilisateurs que tu verrais pas, des situations que tu verrais pas. Et ça, c'est un peu mais à toi, ça te donne quand même la force de pouvoir repenser les métiers que toi tu formes. Et j'imagine ça, c'est quand même. Même mon métier à moi, je le repense. Aussi. Parce que les head of quelque chose en care, c'était beaucoup des analytics, des choses comme ça. Maintenant, on a un peu des systèmes. Ingénieurs, on va pas dire un gros mot pour les gens qui développent, mais on est des architectes d'intelligence avec tout ce qui est IA, avec des connexions, ce genre de choses-là, et ça nous rend autonomes en fait sur la scalabilité de notre service. Donc moi, ça m'a repensé mon métier, et ça repense aussi le métier des agents qui vont, je pense, avec le temps, se diriger plutôt vers du contrôle qualité de ce que pourrait être l'IA. Mais nous, chez Colette, le truc est clair, c'est on va pas l'imposer, on va pas le déposer d'un coup sur nos utilisateurs, on va leur laisser le choix. S'ils ont envie d'aller parler avec des gens de notre équipe, parce que ça arrive des fois juste pour dire bonjour, on le fait, parce que c'est vraiment cool. Et s'il y a des gens qui sont autonomes et qui se sentent bien, on peut les laisser en fait aller vers ça. La notion de choix, pour nous, ça a été un grand différenciateur en tout cas. Et pour revenir aux agents, c'est vrai que souvent, c'est un peu le parent pauvre de l'entreprise. C'est en effet des tâches très manuelles et répétitives. Donc, ils n'ont jamais été extrêmement considérés dans les entreprises. Et là, le fait de donner beaucoup d'empowerment à ces gens-là, en fait, on se rend compte de la richesse qu'ils ont, puisque ce sont eux qui sont en contact direct avec le client. Et donc, du coup, ça a une valeur énorme parce que dans n'importe quelle entreprise, si tu lèves la main une fois, 2 fois, qu'on te dit, on t'écoute même pas et tout, en fait, t'as plus envie de lever la main, tu t'es complètement désengagé. Et je pense que ce que Clément a réussi à faire avec ses équipes, c'est un engagement très fort. Ce qu'il disait avec beaucoup de modestie, mais je veux dire, aucun turnover en 1 an et demi, ça n'existe pas. Donc du coup, c'est toute cette culture qu'il a réussi à créer dans son département qui fait que chacun se sent vraiment engagé parce qu'ils sont écoutés. Et ils sont écoutés par Clément, par l'ensemble des départements qui font qu'ils voient vraiment l'impact de leurs actions. Donc tu passes de quelqu'un qui juste ouvre et ferme des tickets en se disant de toute façon je suis un parmi 1000 à en fait c'est moi qui ai permis de remonter ce sujet qui a été pris en main, qui fait que je peux voir dans l'application. Donc ça c'est super puissant. Ouais, les transformations par le client
100%, ouais. parce que Exactement. t'es en fait au premier rang de. C'est ça qui te donne envie de te lever le matin, quoi, tu vois. Non, mais imagine, tu vois, par exemple, nous, on récupère des agents qui étaient dans les BPO, donc c'est les services clients externalisés, où fallait mettre... c'était un peu compliqué, tu vois. T'avais un management un peu dur, t'avais des situations qui étaient un peu dures. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui viennent chez nous, ils vont se dire, tu vois, dans l'app, ça, là, c'est moi. Ça revient de moi. C'est moi qui l'ai amené et tout. Donc, il y a une sorte de fierté. Et ce qu'on dit souvent, c'est Mehdi, mon cher étant de patron, il dit qu'on a flip the pyramid. Ça veut dire qu'en en réalité, moi, je vais pas faire travailler des équipes parce que eux, ils sont au contact des clients, c'est eux qui me font bosser. C'est eux qui font bosser les ops avec, tiens, on avait un truc qui va pas. Préviens NCAP, peut-être il y a une petite faute sur le site internet. Ah tiens, préviens le produit parce qu'effectivement, ce flow marche pas. Et tout ça, en fait, cette ouverture, parce qu'on n'a pas du tout de silo aujourd'hui, ça fait qu'un agent qui était renfermé sur lui-même peut s'exprimer, peut se retrouver à parler avec un CTO, à parler avec un développeur, avec des gens du marketing. Et ça, en fait, c'est quelque chose, moi qui ai fait longtemps la guerre des tranchées, appel sur appel, ticket sur ticket, d'avoir cette opportunité-là, en fait, tu gagnes en valeur, tu gagnes en confiance en toi. Et ouais, on est assez fiers. Et les nouvelles technos, justement, ont permis de développer et d'apporter, comme tu disais, des compétences supplémentaires parce que on n'est pas ingénieur, donc on n'était pas capable de coder. Et là, justement, ça permet de révéler d'autres talents de gens qui étaient mis dans des cases en disant de toute façon, ils savent que faire une chose, c'est répondre à des tickets. Et la réalité est complètement différente. Non, mais tu peux en être fier. Enfin, vous pouvez en être fier. J'étais pas tout seul. Faut rendre à César ce qu'appartient à César. On est très bien accompagné par le niveau fondateur. J'ai des gens très talentueux dans mon équipe aussi, où je leur fais confiance à 100% et ça fonctionne très bien. Mais c'est des longues heures de réflexion, des longues heures de travail où tout le monde est concerné et contacté. Et aujourd'hui, ça paye. Donc, comme je disais, fierté. Et content d'avoir des agents qui se lèvent le matin en essayant de transformer les choses. Et ça, pas de prix. C'est très très cool. Je pense que c'est très inspirant aussi pour les personnes qui nous écoutent. Justement qui travaillent aussi sur les mêmes sujets en partie au quotidien. Je voulais passer à un petit jeu. On aime les jeux. Si vous êtes partant. Moi je suis très mauvais perdant. C'est un petit jeu justement avec une dizaine de questions. Le jeu s'appelle 5G ou mode avion, 5G ou Airplane Mode. Je vais vous poser une suite de questions. Vous pouvez répondre ensemble, peut-être vous mettre d'accord. Et puis s'il y a justement quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, ça peut être aussi intéressant de parler. De débattre. Exactement. Donc à chaque question, vous pouvez répondre soit 5G, soit mode avion. La première, c'est le NPS comme star métrique d'une entreprise. 5G. Si vous êtes d'accord, on passe à la suivante. Répondre à tous les avis, même si c'est une étoile. Surtout à ceux qui ont une étoile. Oui, exactement. 5G, c'est sans là que la magie elle arrive. C'est là où il y a peut-être même le plus. C'est ça qui est intéressant de voir justement comment on transforme cette expérience négative en expérience positive. Et les équipes de Clément arrivent souvent justement à avoir une deuxième interaction de la personne qui dit merci, c'est super clair, j'avais pas compris ça. Voilà, exactement. La deuxième chance qui du coup se transforme ensuite en ambassadeur. Donc voilà, 5G 1000 fois. 5G, Le chatbot en première ligne du support. Mode avion, dans la cage de Faraday, on ferme. Et on ferme. Mais ça peut, c'est ce que tu disais, c'est en fonction. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler à des humains, ils ont une question très simple, tac, 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 ils n'ont pas envie de s'embêter. Donc c'est exactement ce que disait Clément, on s'adapte aux clients. Le chatbot pour tout le temps. Pas forcément fan. C'est des choses qui sont très bien, mais après, est-ce que c'est vraiment résolu ? Tu as quand même un temps d'analyse à aller chercher. Est-ce que tout s'est bien passé ? Enfin, il y a beaucoup de choses qui rendent ça compliqué. Et c'est connu que les taux de décrochage dans les parcours, ça commence souvent par un chatbot. Moi, je sais, dans mon expérience personnelle, je préfère avoir l'information directement où j'essaye de la trouver plutôt que de passer 10 minutes à essayer de la trouver avec un chatbot. C'est sûr. Quand c'est bien fait, normalement, exactement. Si t'as pas besoin. C'est la sensibilité de chacun. Aussi, je pense. Offrir un geste commercial dès qu'un client râle. 5G quand même. Beaucoup, nous on aime bien ça. Ouais, avec la 3G pour Clément. Voilà, c'est que tout, faut pas en abuser. Ouais. Parce que tu vois, si tu commences à te dire que dans ce cas spécifique, tu vas faire un geste commercial spécifique,
la communication peut faire que tout le monde va vouloir se trouver en fait dans ce use case précis pour avoir le geste Oui, mais commercial. les gens, ils vont pas se mettre dans une mauvaise situation pour avoir. Donc, Non. moi, je trouve que, en fait, quand justement on construit des boîtes, il y a plein de choses qui marchent pas, c'est normal. Et en fait, quand tu humanises et que tu dis, bah voilà. Déjà, quand tu t'excuses, il y a très peu de boîtes qui s'excusent. Donc, en fait, juste dire désolé, en fait, juste derrière la vitre, il y a juste des humains qui essayent de faire le maximum pour vous. Mais parfois, on se trompe. Parfois, on travaille avec des partenaires dont la technologie ne marche plus et donc, du coup, c'est cassé. Dans les deux sens. Et donc, voilà, tiens, on te fait un petit truc en plus qui fait que, encore une fois, ça fait le cercle vertueux. Ce que je disais juste, c'est on le fait de manière très facile. Très simple. On a tendance à beaucoup donner, mais on fait aussi attention à qu'il n'y ait pas un travers négatif derrière. Toujours. Okay. Tu vois, tu penses à je suis 80% positif, 20% je suis le diable, je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc on essaie de tempérer, mais le truc, c'est par exemple Mehdi, le CEO et fondateur avec qui je travaille en direct, le dit souvent. Quand quelqu'un vient dans le car, il faut qu'il reparte content. Ouais, ok. On va peut-être en faire que 5, puisque 10 c'est beaucoup. Si ça vous va. Mesurer la satisfaction de chaque collaborateur, autant que celle des clients. 5G. Ouais, alors ça, c'est mon domaine. On n'en a pas parlé. On est labellisé Bicorp. Je ne sais pas si tu connais ce label. Et donc, c'est très important pour nous faire en sorte de monter une boîte avec un engagement collaborateur très fort. Et donc, avant toute chose, c'est l'humain qui compte. Donc, on est très alignés avec Eduardo et Mehdi, qui sont mes cofondateurs, sur ce sujet-là. Donc, avant tout, numéro 1, l'expérience collaborateur. Mais je pense que ça se voit et ça se ressent quand, dans une entreprise, les collaborateurs sont contents. Ça se ressent aussi sur la partie client. Exactement. Si tu es bien traité, tu vas bien traiter tes clients et tout ça va faire que ça va être un cercle vertueux parce que tu as quand même un énorme impact entre ta vie pro et ta vie perso. Et donc, si ça se passe pas bien, en fait, tu n'es pas bien. Et du coup, quand tu es en contact client, ça se ressent. Ouais, donc, 5G+++. C'est ce qu'on disait au début dans les valeurs. C'est faut que ces valeurs-là, en fait, elles soient présentes. Chez nous, on est une équipe de personnes talentueuses qui fonctionne bien. Ce qui fait que un humain content, ça fait un employé content, ça fait des utilisateurs contents. Et le score qu'on a eu, en plus, c'était plutôt assez intéressant sur cette partie-là. Donc c'est plus, ça brille, feu d'artifice, tout ça, quoi. Peut-être une dernière bonus. L'humain à tout prix, du coup, même quand l'IA ferait mieux et plus vite. C'est un petit peu avocat du diable, mais on en a déjà parlé. C'est intéressant comme question. Non, je pense non. Il faut utiliser l'IA là où elle nous apporte de la valeur. Donc, si justement l'IA est capable de faire mieux qu'un humain, utilisons l'IA. Mais dans beaucoup de cas, justement, tout ce que tu vas. J'aime beaucoup parler. Je suis une personne très intuitive. L'IA est pas intuitive. Donc, exact. En fait, c'est très bien pour certaines choses que l'humain fera moins bien, mais pour tout le reste, la complémentarité est super importante. Tant que tu es sûr de ta résolution, parce que l'IA doit régler un problème, tu vois. Tu vas pas injecter l'IA pour dire que t'es un ami. Pour faire fun. Donc si tu es sûr et que tu es convaincu que tu as 100% de qualité par ton IA sur ce thème vraiment spécifique, ok, si tu as un doute, l'humain doit être présent, toujours. Ok, c'est la fin de ce petit jeu. Peut-être pour terminer cet épisode, déjà merci beaucoup à vous deux. On aime bien finir par une petite phrase ou un petit moment dans votre travail ou dans votre quotidien que vous avez bien aimé, soit en expérience client, soit en care, soit en marketing, et qui peut-être peut inspirer les personnes qui nous écoutent aussi. Peut-être quelque chose que j'ai bien aimé. Ouais. Ou même, tu vois, une expérience que tu as vécue récemment avec une marque. On a eu François sur le podcast qui a parlé de l'expérience avec Lime, comme quoi à chaque fois qu'il a un problème, il clique et il se fait rembourser directement. Ou avec Amazon, quand tu as un problème, tu renvoies le colis, ils ne te posent même pas la question, ou ils n'attendent pas que le colis soit retourné, ils te renvoient une paire de chaussures dans les 24 heures. Si tu as un exemple comme ça.
Non, mais on retourne toujours autour des mêmes marques, parce que moi j'ai exactement la même chose avec Lime à Marseille, où en fait ça n'a pas marché. J'ai même rien fait, justement. Je faisais partie de ces gens-là qui give up. Non, il faut que et automatiquement, on m'a dit on a vu que ton trajet avait été arrêté au bout de quelques secondes, et donc on t'a automatiquement remboursé. Et ça. Ça, c'est le meilleur service qu'il en monde. Tu ne le contactes pas et c'est toi qui te fais contacter proactivement. Donc pour moi, ça, c'est vraiment arrivé au top de l'expérience client. Ouais, moi, récemment, c'était l'Apple Store de Bordeaux. Ouais. J'avais mes écouteurs qui fonctionnaient pas très très bien. J'ai mis un pied dans la boutique, tu parles à 3 personnes, on t'emmène, tu fais ton petit voyage, tu t'assois, il y a quelqu'un qui vient, le diagnostic est fait en 5 minutes, il regarde, il fait vas-y c'est bon, on change. Et genre tu ressors de là, tu fais ok. C'était pratique, je rentre chez moi, j'ai tout. Ouais. Mais c'est pour ça que l'expérience client, c'est vraiment encore une fois le super pouvoir du marketing. Et on n'en parle pas assez, parce que justement ça peut avoir un impact beaucoup plus important que toutes les campagnes qu'on essaye de travailler avec des grandes agences de communication, avec beaucoup de budget marketing, où on compte le nombre de GRP. Mais déjà, si on s'attaque vraiment à cette expérience tout au long de la chaîne, comme le disait Clément, c'est le packaging, c'est... voilà, moi, souvent, dans les sites e-commerce, je connais toujours pas le numéro de ma carte bleue. Et donc, du coup, quand tu as Apple Pay, même sur du desktop, où tu peux faire tout ça de manière très smooth, ou quand on a faire en sorte que ton panier que tu avais abandonné 3 jours avant parce que tu n'avais pas eu le temps, parce que tes enfants t'avaient tiré la main, tu as tout parce que tu avais déjà passé une demi-heure à faire ton panier. Tout ça, ça fait que tu as du coup quelque chose, cette émotion de satisfaction, de joie qui te reste, et c'est gagné. Et en fait, une fois que tu as gagné ça, ton client il a acquis beaucoup plus que tous les messages répétitifs que tu peux lui envoyer en essayant qu'il les retienne, sachant qu'on est exposé à 1500 messages publicitaires par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. C'était hyper intéressant. C'était cool d'en savoir aussi un petit peu plus sur Colette, ce que vous faites au quotidien, comment vous gérez la partie expérience client. On a abordé plein de sujets, des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, des expériences que vous retenez pour les travaux que vous construisez aujourd'hui. On vous souhaite aussi plein de bonnes choses pour la suite. Merci, on revient dans 2 ans. Il faudra qu'on soit encore à 4,9 sur les stores, Clem. Moi, je check. Voilà. Pas de problème. Je vous envoie un petit message quand ça drop. Sans pression. Paris pris. Merci Baptiste. Merci à toi. Salut. Baptiste. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous noter sur les plateformes ou à en parler autour de vous. À bientôt.